760 000 € la team, c'est ce qu'on va récupérer dans 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vais vous expliquer comment on a fait pour vendre notre maison, quelles sont les étapes par lesquelles on est passé parce qu'on a vraiment galéré. Franchement, c'était une galère monumentale. Et je vais vous expliquer enfin à la fin ce qu'il faut surtout pas faire, les erreurs à éviter. Donc je vais pas mettre des cuts, je pense qu'il y aura pas de montage, donc je vais juste vous raconter tranquillement le déroulé de l'histoire. Donc je ferai des fois des petites vidéos comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, et puis ça va me motiver pour vous donner plus de contenu, un peu plus story sur du concret, sur vraiment ce qui s'est passé. Alors du coup, initialement, on avait acheté notre maison en 2020, donc c'était du mix RP locatif, c'est-à-dire que dans cette maison, on a 2 studios qu'on loue à l'année, et ensuite, quand on est parti, on a loué aussi un Airbnb. Donc nous, il faut savoir que nos maisons, on donne toujours tout. Donc je sais qu'il y en a qui vont vous dire, oui, faut pas tout donner, faut faire attention au site locatif, etc. Donc moi, j'ai 40 ans, à l'époque, j'en avais 35. Moi, je m'en fous, je donne tout sur la RP, je fais du mix locatif, comme ça, je limite la mensualité de ma maison, et après ça me permet d'acheter des grandes maisons. Donc c'est comme ça qu'on a une maison à 600 000 €, 670 000 €, plus de 180 mètres carrés. C'est comme ça qu'on a une maison aujourd'hui là où je suis à 700 mètres carrés, où on a un budget de plus de 800 000 €. Ça va même nous coûter 900 000 €, etc. Et tout ça, si on peut le faire, c'est parce qu'on fait notre technique de mix RP locatif, où en gros je dis à la banque, écoutez, moi je vais avoir des studios, je vais avoir des gîtes, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Je monte un business plan comme il faut. Le premier c'était galère parce que c'était la première fois. Et maintenant à chaque fois, chaque mix RP locatif ça passe. Et du coup je peux me payer des grandes maisons immenses, avoir une avance sur mon budget parce que j'ai des loyers qui rentrent. Et du coup j'ai une maison que j'aurais jamais eu si j'avais pas fait des plans comme ça. Donc de base, comme je vous le disais, on a tout donné sur la maison, donc 670 000 €, 60 000 € de travaux financés par nous-mêmes, et ces 60 000 €, on les a financés avec une autre plus-value qu'on avait fait à l'époque, de 150 000 €. Donc à l'époque, c'était open bar. On avait vendu un appart qu'on a vu avec le 1% logement. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les gens ne profitent pas de ça. Et en gros, le 1% logement ou 1% patronal, le but, c'est que même quand vous avez un bon salaire, donc moi j'étais ingé, j'avais un bon salaire, mais j'avais quand même accès à des logements sociaux. Et du coup, donc c'est hyper avantageux parce que en fait, j'avais un salaire d'ingé et j'avais des logements comme si j'avais pas de thunes. Et en fait, les logements où on était, c'était donc des logements dans une ville dans 78, où on était dans un quartier où HLM ou pas, c'était vraiment la même chose. Ce qui veut dire que j'ai compris tout de suite l'impact du truc. Je me suis dit que dès que j'allais acheter, j'allais pouvoir revendre à un prix classique en fait du quartier et pas un quartier plus défavorable en termes de prix. Donc à partir du moment où j'ai acheté, je savais que c'était un bon plan. Donc je sais pas, autour de moi, bien entendu, j'ai pas entendu des gens qui font ça, je sais pas pourquoi. Mais bref, moi je l'ai fait direct. Et du coup en 2020, j'ai pu revendre ce bien 5 ans après, parce qu'il y a des clauses et tout ça pour pas le revendre tout de suite et faire des spéculations. Je l'ai vendu 5 ans après, 305, je l'avais acheté 145, ça m'a fait 150 de plus-value, d'accord? Et avec ces 150 de plus-value, donc j'ai pris 60 000 € que j'ai injecté dans la maison de 670 000 €, d'accord? Donc voilà. Donc cette maison-là, là on l'a vendue en 2023 parce qu'on avait des problèmes de trésorerie, des problèmes avec l'URSSAF. Là je vous ferai une vidéo dédiée. Des problèmes au niveau des travaux, on avait mal calibré, etc. Enfin bref, plein de thunes à sortir. On est en train de développer d'autres projets avec l'immobilier, etc. Donc on a besoin de fonds. Et du coup, bref, on a dû vendre cette maison. Donc, je l'ai mis en vente en décembre 2022, d'accord? Et je l'ai mis en agence. Je l'ai mis en agence à quelqu'un qui avait géré la vente de ma maison en SCI hier, d'accord? Donc, j'avais acheté une personne âgée. Ça s'était bien passé, c'était nickel. Et je me suis dit, ok, je vais lui filer, je vais déléguer parce que moi, en ce moment, j'essaie de déléguer mon business, déléguer le prestataire, déléguer le montage de cette vidéo, par exemple. Bon, là, il n'y aura pas de montage de vidéo, mais c'est un exemple. J'essaie de déléguer le maximum de choses pour m'attaquer sur des choses qui me rapportent de l'argent. Et pas des choses où je suis pas un génie, où je peux déléguer à quelqu'un d'autre. Donc, je lui ai délégué et je l'ai laissé. Pendant 1 mois, 2 mois, j'ai rien dit. Et du coup, rien. Aucune offre. Aucune offre, rien. Des visites, mais pas d'offre. Je commence à lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas d'offre, etc. Je sais pas trop, c'est pas la période, machin, blablabla. Et en fait, ça a duré des mois et des mois et des mois, toujours pas d'offre. Et du coup, je pense qu'elle avait pas bien ciblé. Parce qu'en fait, la particularité de ma maison, c'est que il y a 2 studios. Et les gens n'aiment pas avoir des locataires. Donc, soit il faut trouver des gens comme nous qui aiment avoir des locataires, des gens à côté de chez eux, alors que c'est pas très gênant, c'est même très pratique. Soit il faut trouver des investisseurs ou des gens qui sont à l'aise avec ça, en fait. Et du coup, leur vendre un projet en mode, écoutez, la maison va vous coûter tant, ça va vous rapporter 2500.
enfin 1500, du coup, ça va vous réduire la mensualité de temps. Et du coup, elle avait beau expliquer ça aux gens, ou je sais pas comment elle s'expliquait, les gens, ils s'étaient pas attentifs à ça, parce que même si les logements leur apportent 5-10 000 balles, il y a des gens, ils ne veulent pas avoir des gens dans leur maison. Enfin, c'était même pas dans la maison, c'était dans l'indépendance. Ils ne veulent pas avoir des gens dans l'indépendance. Pour eux, c'est pas possible. Et du coup, je pense qu'elle a mal ciblé. Donc ça, c'est la première erreur qu'elle a faite. Elle a mal ciblé les gens à qui elle vend. Donc du coup, zéro offre. Ensuite, la deuxième erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle a mal ciblé mal expliqué l'annonce. Nous, au niveau de l'annonce, dans le bien où on a l'école juste à pied. On vise une famille. Donc quand vous visez une famille, il faut absolument indiquer dans l'annonce s'il y a l'école juste à pied. Ça, elle n'a pas indiqué. C'est très important d'indiquer ce paramètre-là. Et je pense que c'est par rapport au bien, la cible n'était pas bien notifiée, l'annonce n'était pas au top. Du coup, vous ciblez des gens et vous envoyez pas les bonnes personnes. Donc les gens viennent visiter, ils voient qu'il y a des locataires, ils comprennent pas si les locataires on pourra les virer à la vente. Après, même ça c'était placard pour elle. Donc moi je suis pas trop dans les détails parce que je voulais déléguer, j'avais mes autres business. Et ça servait à... Si je me dis que je commence à corriger l'annonce, que je commence à lui expliquer ceci, cela, alors qu'après je donne 20 000 balles, ça me gênait, d'accord? Donc bref, elle a pas géré le truc, donc j'ai repris le game. Et après moi j'ai juste mis une annonce sur le bon coin, je l'ai refait proprement. Et j'ai trouvé quelqu'un, donc là, il s'est passé 3-4 mois. Et du coup, ces 3-4 mois-là, donc nous on était déjà dans le sud, qui est juste derrière ici, dans cette maison. Et dans les 3-4 mois, il n'y a pas de rentrée d'argent. Nous, on n'a aucun business qui ne rapporte pas d'argent. C'est-à-dire que toutes nos maisons doivent être louées. Du coup, j'avais 2300 balles que je devais rembourser, alors que j'avais que 1500 balles qui rentraient avec les deux locataires. Donc à partir de là, je lui ai dit, écoute, je reprends la main, laisse tomber. Je vais mettre en Airbnb de mai jusqu'à ce que j'arrive à vendre. Et je vais faire tout seul. Donc je l'ai mis moi-même en vente. J'ai ciblé les bonnes personnes comme je vous ai dit. Et là, on est tombé sur des gens où je leur ai expliqué qu'il y a deux locataires qui peuvent partir si je leur fais un préavis avant, etc. Il part à la date anniversaire. Donc quand vous voulez virer un locataire, il part à la date anniversaire du bail. Même si vous vendez. Impossible de faire partir un locataire. Enfin, en France, les locataires sont voir. C'est-à-dire qu'un locataire, son bail était jusqu'en février 2023 et l'autre, c'était jusqu'en décembre 2022. Donc même si je vends, je suis obligé de vendre avec le locataire ne peut pas partir avant la date d'anniversaire de son bail. Et en plus, il faut le prévenir 6 mois avant. Vous prévenez un petit peu avant, vous êtes mort. D'accord? Donc c'est très important déjà, ça c'est le premier aspect à comprendre. Déjà, et mon agent n'avait pas ce truc-là en tête. Donc on explique ça aux futurs acquéreurs et je leur dis écoutez, moi je vous ai fait un business plan, regardez combien ça va vous rapporter. Et ils se sont dit ah ouais c'est plutôt intéressant parce que du coup on achète tant, on va avoir tant, donc ça va pas nous coûter grand chose au final, tu vois. Donc ils étaient chauds, il n'y avait pas de souci, ils me font une offre. Le compromis on a attendu 1 mois, 2 mois parce qu'il fallait qu'ils fassent des choses avec leur courtier, voir le montage, etc. Donc on a attendu 1 mois. Le montage qu'il a envoyé, il était bof en plus, c'était un pré-relais avec des revenus corrects mais pas si ouf que ça. Bref. Et du coup, on signe en juillet. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, suivez bien les dates. On a signé l'offre. Ils m'ont fait une offre en mois de mai. On signe en juillet. Incroyable. Donc, on signe vers mi-juillet, vers le 17 juillet. Non, même pas. Première histoire, on doit signer vers le mi-juillet. Le matin même. Donc, on devait signer à 10h ou 11h. À 8h, je reçois un appel. Oui, c'est décalé. Pardon? Voilà. Oui, c'est décalé. On pourra pas tenir la date d'aujourd'hui, etc., etc. J'ai pété un plomb. Ça, c'était la première étape, j'ai pété un plomb. Et du coup, finalement, on a signé fin juillet. Au mois d'août, il s'est rien passé et leur échéance, c'était jusqu'au 30 septembre. Ok? Au mois d'août, on passe le truc. Nous, on fait notre saison avec les gîtes. On est complètement occupés, on n'a pas le temps. En fait, après, on fait les trucs en septembre et nous, on les met locataires le 15 septembre. Donc, ils voulaient louer avant, donc on les a arrangés. On leur fait le loyer de 2500 € sans avec l'électricité. Désolé, hein, si vous voyez ça en montage, aujourd'hui, il n'y a pas de montage. Désolé. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a coupé. Oui, du coup, on va faire un loyer sans électricité. Et du coup, on arrive jusqu'au 30 septembre, qui est la date limite. Vers le 6 octobre, je leur dis, mais écoutez, l'offre, elle est où? Ah, mais on n'a pas d'offre, machin, etc. Ouais, mais on a dépassé la date, moi, je veux un accord de principe. Ah, mais j'ai pas, voyez avec mon courtier. Donc, je me connecte avec son courtier. On discute avec le courtier et tout. Et le courtier, hélas, accrochez-vous bien, j'ai rien contre les courtiers. Donc voilà, ne mettez pas des commentaires machin, j'ai rien contre les courtiers. La réalité, c'est que les courtiers, il y en a beaucoup, c'est des baratineurs. Désolé. Moi, je suis un baratineur parce que je raconte des stories à la banque. Mais je veux dire, ils m'ont baratiné, mais dans le sens, c'est pas moi, je raconte une story et derrière, il y a quelque chose. Ils m'ont baratiné, mais derrière, il y a du vent. D'accord? Le 6 octobre,
Il m'a envoyé un texto, il me dit oui, l'offre c'est bon, il n'y a pas de souci. Ok? Vous êtes sûr? Ouais, c'est bon, je vous l'envoie là quelques jours après. Mais envoyez-moi l'accord de principe, comme ça je vois déjà qu'il y a l'accord de principe. Ah non, non, mais il y a le montage qui a changé, je vous envoie directement l'offre, il n'y a pas de souci. Ok? On attend quelques jours, que dalle, un qui arrive. Je dis, monsieur le courtier, l'offre elle est où? Ah oui, mais il y a du souci administratif, je vous enverrai l'offre mardi sans faute, c'est sûr, dormez bien, Willem, dormez bien ce week-end, il n'y a pas de souci. Mardi, rien. Mais monsieur le courtier, l'offre elle est où? Ah oui, mais on a changé le montage, du coup ils n'ont pas pu éditer parce qu'il manque tel document. Oui, mais envoyez-moi l'accord de principe. Ah, mais je vais vous l'envoyer. Il m'envoie rien, il m'envoie des documents. C'est en fait, c'est une étude. Quand vous faites des documents, vous avez des, vous savez, des études, vous avez des simulations, première étape, et en fait vous avez des études de financement, où vous avez l'assurance, vous calculez tout, etc. Mais ce document ne vaut rien. Et en plus, même si vous connaissez rien, c'est marqué en gros, ce document n'est pas officiel. Je dis, mais monsieur le courtier, ce document n'est pas officiel, c'est pas un accord. Ah, mais si, quand il y a ça, c'est sûr. Non, non, me baratinez pas. Je vous ai dit de pas me baratiner, c'est mon taf. C'est mon job de chercher des financements. Je cherche des financements pour moi, mes élèves, pour mes collègues, mes partenaires. Me dites pas que c'est un document officiel, je sais comment ça marche. Ah oui, mais quand c'est eux, ça marche. Mais non, me dites pas ça. Moi aussi, je suis au Crédit Mutuel. Me dites pas quand c'est eux, ça marche, machin. C'est pas un document officiel. Il me baratine comme ça tous les jours, jusqu'à, on est le combien là? Mince, on est le 8 novembre quand je tourne cette vidéo. Il me baratine jusqu'à fin octobre, tac, 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 tac. Toujours des salades, mais machin. Après, l'histoire, c'est qu'il manquait le document du notaire parce qu'en fait, il voulait une prorogation. Et en fait, il me dit non, il faut juste que votre notaire écrive un mail comme quoi on signe la date d'après, sans dire qu'en fait, il voulait une prorogation. Il me dit non, non, mais c'est pas une prorogation. Et en fait, il voulait une prorogation. Et du coup, on est arrivé à lundi dernier, donc au moment où je tourne cette vidéo, donc il y a 3 jours. Il me dit l'offre, c'est bon, c'est sûr. Toujours pareil, même discours. Lundi, il n'y a rien, il n'y a pas d'offre. Et il n'y a pas d'offre. Le 6 novembre, il n'y a rien. Et je dis, mais là je m'énerve, parce que je suis très calme, vous connaissez sur les réseaux, mais quand je m'énerve, le ghetto revient. Je dis, monsieur le courtier, l'offre, elle est où? Ah oui, non, 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 moi je suis dans la merde, d'accord? Donc moi j'ai dit des choses à mes banquiers, moi j'ai dit des choses à mes créanciers, moi j'ai des business, j'ai des choses à rembourser, j'ai pris des devis, je dois faire un pompe à chaleur, un assainissement, j'avais tout prévu à telle date, sur le compromis il y a marqué telle date, je passe pour un tocard. Moi je dois acheter des immeubles, je dois faire des financements, moi avec mes banquiers, je leur dis quand ça arrive telle date, c'est telle date. J'ai des choses à rembourser, j'ai des dettes à rembourser, j'avais prévu ça dans mon business plan, si la vente devait durer 10 ans, 2 ans, j'aurais fait un autre business, j'aurais fait autrement. Mais moi il faut y aller. Je passe pour un tocard, je vais parler comme ça. Je passe pour un tocard maintenant, c'est pas possible. Donc l'offre elle est où? Ah oui machin, vous l'aurez demain. Je dis écoutez, moi je veux l'offre maintenant. Donnez-moi un mail de la banque qui écrit qui a fait l'offre. Si vous ne donnez pas ce mail-là, je fais autrement, j'entame dans la démarche et je fais autrement par rapport à mon notaire. Et on voit ce qui va se passer. Donc finalement, l'offre je l'ai eu mardi. Et une fois que j'ai eu l'offre mardi, donc j'ai appelé le banquier en question. Parce que pour savoir, avant d'avoir l'offre, j'ai appelé le banquier. J'appelle le banquier, je lui dis, mais écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le courtier, il me dit que vous avez duré, pourquoi ça met autant de temps? Et je devais avoir l'offre le 6 octobre, je l'ai que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai qu'un mois après. Le banquier, il me dit, mais monsieur Willem, mais vous ne pourriez pas avoir l'offre le 6 octobre? Mais pourquoi? Monsieur Willem, on a eu le dossier le 17 octobre. Pardon? Bah oui, on a eu le dossier le 17 octobre. Comment ça, le 17 octobre? Le courtier, il m'a dit qu'il avait l'offre le 6 octobre. Il m'a flûté tout le temps. Donc en fait, ce qui s'est passé, à mon avis, je le sentais. Je le disais à l'acquéreur, mais il ne me croyait pas, je le sentais. Ce qui s'est passé, c'est que le courtier, il a dû solliciter des banques avant le 30 septembre. Il a eu que des refus. Il a sollicité une nouvelle banque, donc le banquier, ce qu'il m'a expliqué. Il lui avait envoyé 4 dossiers de merde, pourris. Il a recalé, et ce banquier a même failli le recaler. Ça veut dire que j'aurais même pu perdre cet acquéreur-là. Donc là, on est en novembre. Je vous laisse imaginer, après novembre, c'est mort. Décembre, et j'aurais dû repartir sur l'année prochaine. Ça aurait pas été grave parce que la maison en Airbnb me rapportait 3500 balles, juste la maison. Et les locataires me rapportaient 1500, donc ça faisait 5000 balles par mois. La mensualité à 2-3 000, c'était hyper rentable. Je regrette même de l'avoir vendu. Mais j'ai besoin de cash, j'ai besoin de centaines de milliers d'euros, j'ai besoin de cash. Donc j'avais pas le choix. Et du coup, mais je dis au banquier, mais c'est pas possible en fait, il m'a baratiné tout le long. Et ce qui veut dire en fait ce que le courtier a fait, donc il a sollicité cette nouvelle banque. Il me disait bien sûr, hein, le dossier est facile, vous inquiétez pas, etc. Donc il a sollicité cette nouvelle banque et il a envoyé des dossiers merdiques et la banque a accepté au dernier moment. Donc elle a accepté mardi. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas me fournir de mail avec l'offre de prêt. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas me fournir un accord de principe parce que la banque n'était OK que le jour où elle a fait l'offre. Donc jusque-là, elle n'était pas enclin à faire le truc. C'est pour ça qu'il n'avait aucun document à me faire parce qu'il manquait des documents, etc. Donc le dossier a été complet qu'une semaine avant qu'il ait l'offre.
Alors que lui, ça fait 1 mois qu'il me disait qu'il devait avoir l'offre. Bref, finalement, ça s'est finalisé. Donc là, on a fixé une date au 29 novembre. J'ai reçu le document du notaire parce que ma maison est hypothéquée, donc il faut que je fasse des dossiers notaires, etc. Donc ça a mis, donc vous calculez, à partir du moment où je l'ai pris en main, c'est mars. Donc il m'a fait l'offre en mai, on va dire mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. 7 mois. 7 mois d'attente pour cette, j'allais dire un gros mot, pour cette offre. Donc je vous avoue, c'était un stress terrible. Heureusement, j'ai su mettre en Airbnb. Donc tout ça pour vous expliquer quoi, les erreurs à pas faire, ce qu'il faut faire quand vous vendez votre maison. Alors déjà, la première chose, il faut que vous vous dites que votre maison, ça peut prendre très longtemps. Ça peut prendre entre 6 mois et 1 an et demi, 2 ans en fonction de si vous avez des contraintes particulières. Donc ça peut être très long. Donc il faut que vous vous disiez si vous êtes déjà parti de là où vous êtes ou si vous devez encore rester, comment vous allez faire si la vente dure longtemps à partir du moment où vous le mettez en vente. C'est-à-dire que quand vous le mettez en vente, vous n'allez pas le vendre dans 3 mois. En ce moment, c'est compliqué. Les acquéreurs n'ont pas de thunes. Les acquéreurs vous tordent le prix. Donc moi, j'ai vendu 720. Je voulais vendre, au départ, c'était au prix 760. Et au départ, je pensais même le vendre 800, 900. Ça, dans mon plan, c'était ça. C'est une maison dans les Yvelines, dans 78. Normalement, je devais vendre dans très longtemps. Et c'était ça que je devais prendre comme argent. Là, clairement, il m'a tordu mon prix. Donc, je vais faire une plus-value, point de vue, prix du bien, parce que j'ai dépensé 670 000 euros. Mais au niveau des travaux, voilà, je récupère à peine mon oseille. Parce que bon, c'est pas moi qui ai payé, parce que c'est le locataire qui a payé. Donc moi, je dois rembourser 540. Je vais récupérer 720. Donc voilà, vous calculez combien je vais avoir. Mais comme les locataires ont remboursé, voilà, je vais pas une plus-value en tant que telle, mais je récupère quand même du cash. Je récupère mon cash d'avant. Mais clairement, les vendeurs... donc, faut vous dire ça. Première chose, faut vous dire ça. Ça peut être très long. Voilà. Deuxième chose, un vendeur est tout le temps coincé. Quand l'acquéreur fait une offre, il n'est pas coincé, il peut désister. Quand le vendeur accepte une offre, il ne peut pas accepter notre offre, il est coincé. Quand vous signez au compromis que les 11 jours sont dépassés, vous êtes coincé, le vendeur est coincé. Quand l'acquéreur signe au compromis, s'il sait bien faire les refus qui sont dans le terme du contrat, il peut se barrer. Pareil, le vendeur, même si l'acquéreur n'a pas son prêt, et même s'il n'a pas respecté les conditions suspensives, vous n'allez pas avoir les 10% d'office. C'est faux. Les gens disent oui, mais non, c'est faux. Même le notaire, ils disent un peu ça. Ils disent qu'il y a les 10%, mais c'est faux. Déjà, s'ils ne sont pas séquestrés, c'est compliqué, il faut les demander. Et si la personne ne veut pas faire de virement, faut bien faire un jugement. Et quand vous faites un jugement, votre bien est bloqué. Donc, est-ce que vous croyez vraiment que quand on est vendeur, on va refaire un jugement pour récupérer 10% le temps que ce soit accepté, parce que ça se trouve, le mec il va sortir un refus dans les bonnes dates? Et en attendant, on vend toujours pas notre bien. Parce que nous, on va vendre notre bien. On ne peut pas rester comme ça. Donc non, personne ne fait ça. Donc clairement, quand vous êtes vendeur, vous êtes très mal placé. Vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas sortir de la vente. Enfin, vous ne pouvez pas faire sortir le mec de la vente ou l'obliger à acheter. Donc c'est hyper compliqué. Et en plus, lui, il peut vous faire galérer et vous êtes coincé. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Donc la première chose, quand vous arrivez au moment où la personne demande une prorogation. D'accord? Donc l'acquéreur, il n'arrive pas à avoir son prêt. Vous demandez une prorogation. Il va demander une prorogation. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est un petit peu avant la date, commencer à sonder. Donc là, quand il reste 2 semaines, commencez à sonder. Vous en êtes où? Est-ce que vous avez des documents, etc., etc. D'accord? Si vous demandez une prorogation, vous acceptez la prorogation uniquement sur le mail, soit l'offre de prêt, carrément, ça c'est le mieux, ou un mail disant que l'offre est en cours d'édition ou que l'offre est acceptée, que la banque accepte de faire l'offre. Uniquement ces 3 documents. L'offre de prêt, un mail disant que l'offre est en cours ou un mail disant que l'offre va être éditée. Tous les autres documents qu'ils envoient, ils peuvent refuser. Avance, accord de principe, ils peuvent refuser. Même si les assurances sont signées, ils ne sont pas refusées, ils peuvent tout refuser. Donc, mais à partir du moment où il a écrit qu'il va générer l'offre, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même, c'est bien avancé. Et à partir du moment où vous avez l'offre, forcément, là, c'est bon. Tous les autres documents qu'il va vous donner, c'est du bullshit. Simulation, machin, ça, c'est du bullshit. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour vendre efficacement, qu'est-ce qu'il faut? Donc le mieux, c'est quand vous arrivez à vendre dans les périodes d'été. Donc quand vous vous mettez à vendre vers février-mars, qu'il y a des belles températures, qu'on voit les lumières, etc. Là, vous vendrez mieux et plus cher. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, ils n'arrivent pas à se projeter. C'est pas des investisseurs comme nous. Donc moi, dans le noir avec du bordel, je vois le potentiel. Un particulier qui n'est pas investisseur, qui cherche la maison de ses rêves, il va le rêver. Donc il rêve quand en été, quand il y a des lumières, quand c'est bien débarrassé, etc. Débarrassez votre logement, enlevez tout votre bordel. Enlevez toute votre vie, pardon. Faites au mieux, mais il faut que ce soit le plus éclairé possible. Il faut que ce soit vraiment le plus Ikea possible. Il faut que ce soit vraiment que vous vendez à la bonne période et qu'on voit bien les lumières. Donc, si jamais vous êtes obligé de vendre en hiver ou je sais pas quoi, faites des vidéos des bonnes périodes. Quand c'est vraiment des bonnes périodes, faites des photos, des vidéos. N'hésitez pas à payer un professionnel, ça vaut le coup.
Ne faites pas des gens qui veulent, ne faites pas des trucs comme les gens qui veulent vendre des apparts. Ils font des photos, 2-3 photos sur le bon coin. Non. Mettez 10 photos sur le bon coin, ça va vous coûter 10 balles. Prenez un photographe professionnel, limite une visite virtuelle si votre bien est conséquent. Donc moi, je vendais ma maison 720 000 euros. Voilà, je paye un agent, je paye des photos pour faire ça. À un moment donné, il faut mettre l'oseille. Vous ne vendez pas une voiture à 10 000 euros. D'accord? Donc ça, c'est hyper important de mettre ça en valeur. Ensuite, il faut viser les bonnes personnes. Donc vous avez comme site Le Bon Coin. Donc tout le monde va là-dessus. Vous avez Se Loger, vous avez Logikimo. Et après, vous avez d'autres sites quand votre bien a un prix très très élevé ou quand c'est une maison atypique. Et après, vous avez le site des agences. Donc, il faut mettre votre site au bon endroit par rapport à la cible. Si vous vendez une maison très 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 chère, il y a des sites dédiés pour les maisons très 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 chères. Je crois que c'est la Belle Demeure. Si vous vendez un bien classique, vous pouvez aller sur Le Bon Coin. Et vous avez aussi Se Loger. Et ça, c'est les deux styles de sites qui peuvent être regardés. Aussi, quand vous vendez, n'hésitez pas à en parler, bouche à oreille, etc. N'hésitez pas aussi à mettre sur le site de la ville. Ça marche très bien. Moi, c'est comme ça que j'ai vendu mon appart. J'ai mis mon appart sur le site de la ville. Donc, quand vous voulez sonder le prix, vous allez sur le groupe Facebook de la ville. Vous dites oui, bonjour, je suis en train de vendre ma maison, etc. Vous ne mettez pas de prix. Je sais qu'en commentaire, ils vont dire c'est quoi le prix. Vous ne mettez pas le prix. Vous mettez les caractéristiques, les photos. Et après, les gens qui viennent nous voir en DM, vous dites c'est tel prix. Et moi, j'ai testé mon prix comme ça. Donc, les gens venaient en DM, c'était le prix. Ah, il me dit que c'est trop cher. Ils sont intéressés. Et au fil du temps, 10-15 personnes qui vous disent c'est trop cher, vous êtes intéressés, vous voyez un petit peu combien c'est le prix. Mais au moins, vous ne créez pas votre bien sur Le Bon Coin. Parce que c'est hyper important de ne pas griller son bien sur Le Bon Coin, sur Logikimo, etc. Il faut que votre bien soit rare. Ça, c'est hyper important à comprendre. Donc, votre bien ne doit pas trop traîner sur les réseaux. Dès que vous mettez votre bien sur les réseaux, vous avez les bonnes photos, vous avez la bonne cible, vous avez la bonne annonce et vous avez le bon prix. Il ne faut pas mettre votre bien à un prix, après baisser le prix, c'est mort. Ça, c'est mort dans le game. Tout de suite, il faut fixer le bon prix. Ensuite, la question que se pose, est-ce qu'il faut passer par une agence ou en particulier? Alors, je n'ai rien contre les agents, c'est mes partenaires, mais eux aussi, des fois, ce sont des paratineurs. Je suis désolé, certains que j'ai eu. Les agences ne vont jamais vous dire « je ne prends pas votre mandat », etc. L'agence va toujours prendre votre mandat, quitte à prendre un prix dégueulasse. Après, il y a des agents qui ne prennent pas tous les mandats, je suis d'accord, mais l'agent va plutôt essayer de prendre votre mandat. Donc moi, l'honnêteté que j'aurais voulu, c'est que les agents qui prennent mon mandat me disent, parce que moi j'ai dit je veux certains prix, pourtant je connais le game, hein, ils me disent non, à ce prix je peux pas y arriver. C'est ce prix, sinon j'y vais pas. Donc j'ai des agents qui m'ont dit Willem, à ce prix, j'y vais pas. Donc moi, tu viens avec moi, c'est ce prix, j'y vais pas, tu te démerdes. Moi, c'est ça que je veux comme discours. Donc l'agent, même si l'agent vous prend votre mandat avec le prix que vous voulez, surtout, il ne faut pas que l'agent, mais je sais que ça va vous déplaire, même si c'est le prix que vous voulez, il ne faut pas que l'agent vous dise oui, je prends ton prix. Il faut que vous disiez à l'agent, faites-moi une estimation et d'après vous, quel est le prix? Avant que vous disiez votre prix, parce qu'il ne faut pas qu'il se base là-dessus. Donc ne dites surtout pas votre prix, vous demandez à l'agent une estimation pour qu'il vous donne un prix. Limite, prenez plusieurs agents pour qu'ils vous donnent un prix. Donc même si vous voulez bosser avec un seul agent, prenez l'estimation de plusieurs agents et comme ça, vous aurez une idée du prix. Après, si vous voulez une idée du prix tout seul, vous pouvez aller sur Le Bon Coin, où vous voyez les tendances en fait au niveau des prix. Après, vous pouvez vérifier avec Castorus si le bien était là depuis longtemps, donc ça vous permet d'avoir une idée du prix. Vous avez aussi le site des impôts, donc ça les gens négligent. Je ferai une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Vous avez aussi le site des impôts où vous pouvez voir les biens qui sont vendus très récemment. Donc vous pouvez croiser avec ces données. Et après, vous avez aussi les sites de meilleurs agents ou je ne sais quoi, où vous avez les moyennes des prix. Donc le but, c'est que vous-même, vous pouvez identifier les prix en cumulant plusieurs données. D'accord? Donc le prix, c'est très important d'avoir le bon et de mettre le prix à la bonne annonce. Une fois qu'on a... donc voilà, donc par rapport à un agent ou un particulier. Donc c'est simple. Si vous connaissez et que vous avez le temps, faites-le vous-même. Si vous avez le temps de faire les visites, si vous savez vendre votre bien, si vous savez les commerces à côté, vous connaissez bien le quartier, faites-le vous-même, tout simplement. Si vous ne connaissez pas, déléguez. Ne vous sentez pas apprenti agent immobilier. Même si ce sont des fois des paratineurs, c'est un métier. Vendre votre bien, parler des caractéristiques, de la copro, des documents, des taxes foncières, tout ça, c'est un métier. Eux, c'est leur métier. Si vous ne savez pas le faire, déléguez. Ça va vous coûter 20-30 000, mais vaut mieux vendre 20-30 000 que ne pas déléguer à la bonne personne. D'accord? Donc, déléguer, si vous connaissez rien, c'est pas un souci. Maintenant, par rapport aux frais d'agence, vous serez en général, si vous passez par des plateformes comme IAD, etc., vous serez à 2,5. Si vous passez par Stéphane Plaza, vous pouvez monter à 4,5. Voilà, donc vous serez entre 2,5 et 5. Donc après, vous impactez ça dans le prix du bien. Donc c'est l'acquéreur en final qui va payer. Donc clairement, si vous ne connaissez pas, il faut déléguer. Ça, il ne faut même pas se prendre la tête avec ça. Donc une fois que vous savez si vous allez déléguer ou si vous allez faire vous-même, comment mettre en œuvre,
Désolé, c'est les gamins qui crient. Comment faire pour mettre en œuvre? Maintenant, vous avez fixé le bon prix, vous avez fixé le moment, vous faites les bonnes photos. Vous faites attention à ce que je vous ai dit au niveau de l'acquéreur si jamais vous prorogez. Vous vous mettez en tête que ça peut durer très longtemps malheureusement. Vous videz le bien pour qu'il soit vraiment le plus neutre possible, Vous le mettez en valeur et après, au niveau de la vente, il faut vous dire qu'il y a 3 types de prix. Ça c'est la dernière chose que je vais vous dire. Il y a 3, vous devez entendre les gamins, hein, c'est la réalité. 3 types de prix. Il y a le prix, la moyenne que je viens vous expliquer, la moyenne classique. Ensuite, vous avez la fourchette haute et la fourchette haute coup de cœur. Donc, c'est lorsque l'acquéreur va acheter votre bien plus cher que ce que ça vaut. D'accord? Donc, il va acheter votre bien, je sais pas, vous l'avez mis en vente 500 000. Par rapport à la technique que je vous ai utilisée, que je vous ai expliqué, ça vaut 450. Mais il a même un coup de cœur. Et les coups de cœur, c'est déraisonné. Et quand il y a des coups de cœur déraisonnés, vous pouvez vendre fourchette haute plus. Et pour vendre pour fourchette haute plus, en général, c'est quand votre bien a quelque chose d'atypique qui fait qu'il n'y a pas chez les autres, qu'il est très bien rénové, que les travaux sont bien faits, c'est bien situé, etc., etc. Et là, c'est coup de cœur pris au-dessus. Si votre bien est dégueulasse, bah, vous serez pris basse, moyenne, basse. Si votre bien est dans les normes, vous serez dans la moyenne. Donc, il faut que vous sachiez par rapport à votre bien, si vous avez un bien qui peut marcher en coup de cœur, si vous avez un bien qui est dans la moyenne, ou si vous avez un bien qui est dans la moyenne basse. À partir de là, c'est là que vous pouvez identifier votre prix. Mais si vous savez pas identifier votre prix, si vous savez pas comment mettre l'annonce, etc. Si vous faites pas ça au bon moment, vous aurez l'impression que votre bien se vend pas, alors qu'il y a des techniques qui font que ça va pas se vendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, il y a les enfants qui crient trop, donc de toute façon, ce sera plus productif. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous avez déjà entendu des histoires comme ça, si vous avez déjà vendu des biens, ou si vous avez déjà vu, ou si vous avez déjà essayé d'acheter et que vous avez galéré. Je vous ferai d'autres vidéos comme ça. Dites-moi si vous avez aimé, likez, partagez, dites-moi, faites-moi sentir, dites-moi, comme ça je garde le concept ou pas. Et comme ça, je vous raconterai d'autres stories comme ça en mode podcast pour vous motiver et vous montrer que oui, de l'argent rentre, mais des fois, il y a des galères. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas retenu, donc j'ai rentré 720 000, je dois encore 540. Il y a un petit peu d'impôt parce qu'il y avait les studios. On va faire une combine avec le notaire. Et du coup, voilà, ça va nous permettre de récupérer un petit peu d'argent. À bientôt, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Willem, ciao.